Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 11 février 2021. Alors, je vous lis. J'ai pas eu le temps de finir l'autobiographie de l'atelier de Giorgio Agamben. J'ai pas eu le temps. Une autre journée fort occupée à l'Atelier Librairie. Alors, je vais vous lire la fameuse lettre 17, chapitre 17, la lettre d'adieu de ce professeur, lettre d'adieu à son fils, de ce professeur médecin en Ukraine, dans le ghetto en Ukraine. Je suis sûr, Vitya, que cette lettre te parviendra, bien que je sois derrière la ligne du front et derrière les barbelés du ghetto juif. Je ne recevrai pas ta réponse car je ne serai plus de ce monde. Je veux que tu saches ce qu'ont été mes derniers jours. Il me sera plus facile de quitter la vie à cette idée. Il est difficile, Vitya, de comprendre réellement les hommes. Les Allemands sont entrés dans la ville le 7 juillet. La radio dans le parc de la ville transmettait les dernières informations. Je rentrais de la Polytechnique après les consultations et je me suis arrêté pour les écouter. La speakerine lisait en ukrainien un article sur les derniers combats. J'ai entendu des détonations éloignées, puis des hommes traversèrent en courant le parc. Je repris le chemin de la maison en me demandant comment j'avais fait pour ne pas entendre les sirènes de l'alerte aérienne. Soudain, je vis un tank et une voix cria « Les Allemands sont passés !» J'ai dit « Ne créez pas de panique !» La veille, j'étais passé chez le secrétaire du Soviet de la ville et je lui avais posé le problème de l'évacuation. Il s'était mis en colère. « Il est trop tôt pour en parler. Nous n'avons même pas établi de liste. » Bref, c'étaient les Allemands. Toute la nuit, les gens allaient les uns chez les autres. Ne sont restés calmes que les petits-enfants et moi. J'avais décidé qu'il m'arrive ce qui arrivera aux autres. Au début, je fus prise de terreur. J'avais compris que je ne te reverrais jamais plus, et j'ai eu un désir fou de te regarder une fois encore, baiser ton front, tes yeux. Mais ensuite, je me suis dit que c'était un grand bonheur, car tu étais en sécurité. Je me suis endormi au petit matin, et quand je me suis réveillé, j'ai senti une affreuse tristesse. J'étais dans ma chambre, dans mon lit, et pourtant, je me sentais en terre étrangère, oublié, solitaire. Ce matin même, on m'a rappelé que j'avais eu le temps d'oublier pendant les années de pouvoir soviétique. J'étais une juive. Des Allemands passaient dans des camions en criant « Juden kaput !» Et puis des voisins me l'ont rappelé, eux aussi. La femme du gardien, qui se trouvait sous ma fenêtre, disait une voisine « Dieu merci, on va être débarrassé de tous ces youpins. » D'où cela peut-il venir? Son fils est marié à une juive, et la vieille séjournait chez son fils. Elle me parlait ensuite de ses petits-enfants. Ma voisine d'appartement, une veuve, elle, a une fille de 6 ans, Alyounushka, de splendides yeux bleus. Je t'en ai parlé dans une de mes lettres. Cette voisine est entrée dans ma chambre et m'a dit « Anna Semyonovna, je vous prie de retirer vos affaires de votre chambre avant ce soir, je vais m'y installer. » Entendu dans ce cas, je m'installerai dans la vôtre, lui répondis-je. Non, vous passerez dans l'arrière-cuisine. J'ai refusé. Il n'y avait ni fenêtre, ni poêle. Je suis parti pour la Polytechnique et quand je suis rentré, on avait forcé ma porte. Mes affaires avaient été jetées dans le cagibi. La voisine m'a dit « J'ai gardé votre canapé. De toute façon, il n'entre pas dans votre nouvelle chambre. » Étonnant. C'est une femme qui a fait des études. Son défunt mari était un homme charmant et doux qui travaillait comme comptable. « Vous êtes hors la loi, m'a-t-elle dit,
comme si cela lui était d'un grand profit. Son Alioulouchka est resté chez moi toute la soirée. Je lui ai raconté des contes. Elle ne voulait pas aller se coucher, et sa mère l'a emportée dans ses bras. Ce fut mon premier soir dans ma nouvelle chambre. Puis, on a rouvert notre polytechnique, et j'ai été licencié, ainsi qu'un autre médecin juif. J'ai été demandé l'argent qu'on me devait pour le mois écoulé, mais le nouveau responsable m'a dit « Vous n'avez qu'à vous faire payer par Staline le travail que vous avez fait sous le pouvoir soviétique. Écrivez-lui donc à Moscou. » Une femme de salle, Maroussia, m'a embrassé et s'est mise à pleurer tout bas. « Mais qu'allez-vous donc devenir, mon Dieu? Qu'allez-vous donc devenir? » Et le docteur Tchatchev m'a serré en silence la main. Je ne sais pas ce qui est le plus pénible, la joie mauvaise des uns ou les regards apitoyés des autres, comme s'ils voyaient un chien galeux en train de crever. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais à vivre cela. Bien des personnes m'ont stupéfaite, et pas seulement des êtres incultes, aigris et bornés. Par exemple, un enseignant à la retraite, il a 75 ans. Il me demande toujours de tes nouvelles. Il disait de toi, c'est notre fierté. Et en ces jours maudits, il s'est détourné de moi dans la rue. Il ne m'a pas salué. Ensuite, on m'a transmis qu'il avait déclaré lors d'une réunion à la Kommandantur « L'air s'est purifié, ça ne sent plus l'ail. » Pourquoi a-t-il fait cela? Ses paroles le salissent. Et à cette même réunion, que de calomnies contre les Juifs. Mais bien sûr, tous ne sont pas allés à la réunion. Beaucoup ont refusé. Et tu sais, j'avais toujours cru que l'antisémitisme allait de pair avec le nationalisme obtus, comme avant la Révolution, chez les hommes de l'Union de l'Archange Saint-Michel. Mais maintenant, j'ai constaté que les hommes qui appellent à libérer la Russie des Juifs sont aussi ceux qui s'humilient devant les Allemands, serviles et pitoyables. Ces hommes sont prêts à vendre la Russie pour 30 deniers allemands. Et pendant ce temps, les êtres frustres, venus des faubourgs, s'emparent des appartements, des couvertures, des robes. Ce sont leurs semblables, sûrement, qui tuaient les médecins pendant les révoltes du choléra. Il y a aussi des êtres à la morale atrophiée. Ils sont prêts à approuver tous les crimes pourvu qu'on ne les soupçonne pas de désaccord avec les autorités. Des amis et des relations accourent à tout instant pour m'apporter des nouvelles. Les gens ont les yeux hagards. Ils sont en délire. Nous avons un nouveau jeu. Les gens passent leur temps à chercher de nouvelles cachettes pour leurs affaires. La cachette du voisin paraît plus sûre. Peu de temps après, on a annoncé la création d'un ghetto. Chaque personne avait le droit de prendre avec elle 15 kilos d'affaires personnelles. On avait collé sur les murs des maisons de petites affiches jaunes. Tous les habitants juifs sont invités à déménager dans le quartier de la ville vieille avant le 15 juillet à 6 heures. La peine de mort pour ceux qui n'obéiraient pas. Et voilà, mon petit Vitya, moi aussi j'ai préparé mes affaires. J'ai pris un oreiller, un peu de linge, la tasse que tu m'as un jour offerte, une cuillère, un couteau, 2 assiettes. Que faut-il de plus? J'ai pris ma trousse de médecin, j'ai pris tes lettres, les photos de maman et de l'oncle David, la photo où on te voit avec papa, le petit recueil de Pouchkine, les lettres de Montmoulin et le mot passant en français, là où il y a une vie, un petit dictionnaire. J'ai pris le Tchekhov, celui où il y a une banale histoire, et l'évêque, et mon panier était plein. Que de lettres je t'ai écrites sous ce toit, que de larmes j'y ai versées, je peux te le dire maintenant, sur ma solitude. J'ai dit adieu à la maison, au jardin. Je suis resté quelques minutes assise sous l'arbre. J'ai dit adieu aux voisins. Certaines personnes sont bizarrement faites quand même.
2 de mes voisines se sont mises à se disputer mes affaires en ma présence. Qui prendrait les chaises? Qui prendrait mon petit bureau? Mais quand est venu le moment de se dire adieu, elles ont pleuré. J'ai demandé à des voisins, les Basenko, de tout te raconter en détail si tu viens ici aux nouvelles, après la guerre, et ils me l'ont promis. J'ai été ému par Toby, le chien de la maison. Il a été spécialement affectueux le dernier soir. Si tu viens, donne-lui à manger en souvenir d'une vieille juive. Alors que je m'apprêtais à partir et me demandais comment faire pour traîner mon lourd panier jusqu'à la ville vieille, un de mes anciens patients, un certain Choukine, un homme sombre et pensais-je, au cœur sec, vint me voir. Il me proposa de porter mon panier, me donna 300 roubles et me dit qu'il m'apporterait du pain 1 fois par semaine. Il travaille dans une imprimerie. On ne l'a pas mobilisé à cause d'une maladie des yeux. Je l'avais soigné avant-guerre, et si l'on m'avait proposé de nommer des gens purs et sensibles, j'aurais donné des dizaines de noms, mais pas le sien. Tu sais, Vitia, après sa venue, je me suis senti de nouveau un être humain. Ainsi, les chiens des rues n'étaient pas les seuls à avoir une attitude humaine. Il m'a raconté qu'à l'imprimerie officielle de la ville, on était en train d'imprimer un arrêté. Il est interdit aux Juifs de marcher sur les trottoirs. Ils doivent porter une étoile jaune à 6 branches cousue sur la poitrine. Ils n'ont pas le droit d'utiliser les transports en commun, de fréquenter les bains publics, d'aller aux consultations dans les hôpitaux, d'aller au cinéma. Il leur est interdit d'acheter de la viande, des œufs, du lait, du beurre, du pain blanc, tous les légumes à l'exception des pommes de terre. Les achats au marché ne sont autorisés qu'après 6 heures, quand tous les paysans sont déjà partis. La ville vieille sera entourée de barbelés et toute sortie sera interdite, sauf sous escorte pour des travaux obligatoires. Tout Russe qui abritera chez lui un Juif sera fusillé comme s'il avait caché un partisan. Le beau-père de Choukine, un vieux paysan, était venu de Shtounov, un chlet proche de la ville. Il avait vu de ses propres yeux les Allemands chasser dans la forêt tous les Juifs avec leurs baluchons et leurs valises. Pendant toute la journée, on avait entendu des coups de feu et des cris. Pas un n'en est revenu. Les Allemands qui étaient cantonnés chez son beau-frère revinrent le soir. Ils étaient déjà ivres et ils burent et chantèrent toute la nuit. Le vieux les vit partager des broches, des bagues, des bracelets. Je ne sais pas si c'était un acte isolé ou l'annonce de ce qui nous attend tous. Qu'il était triste, mon fils, mon chemin vers le ghetto moyenâgeux. Je traversais la ville où j'avais travaillé pendant 20 ans. Au début, nous sommes passés par la rue Zvetchnaya, qui était déserte. Mais quand nous arrivâmes à la rue Nikolskaya, j'ai vu des centaines de gens en marche pour ce maudit ghetto. La rue était blanche d'oreillers, de baluchons. On soutenait les malades. On portait le père paralytique du docteur Margoulis dans une couverture. Un jeune homme tenait une vieille dans ses bras. Sa femme et ses enfants le suivaient avec des baluchons. Gordon, le gérant de l'épicerie, un homme gros au souffle court, avait enfilé un manteau à col de fourrure et la sueur ruisselait sur son visage. J'ai été frappé par un jeune homme. Il ne portait rien. Il marchait, la tête haute, le visage calme et hautain. Il lisait un livre qu'il tenait devant lui, mais à côté de cela, que de personnes affolées, terrifiées. Nous marchions dans la rue. Sur les trottoirs se tenaient les habitants de la ville qui nous regardaient passer. J'ai marché un temps non loin des Margoulis et j'entendais les soupirs de compassion des femmes. Mais on se moquait de Gordon et de son manteau.
bien que, crois-moi, il fut plus effrayant que drôle. J'ai vu beaucoup de visages connus. Certains me faisaient un léger signe, d'autres se détournaient. Il me semble qu'il n'y avait pas dans cette foule de regards indifférents. Il y avait des yeux curieux, des yeux impitoyables, et plusieurs fois j'ai vu des yeux pleins de larmes. Je voyais deux foules, les Juifs en manteau et chapeau, les femmes coiffées de fichus, et sur les trottoirs une autre foule en vêtements d'été, des corsages aux couleurs gaies, les hommes en bras de chemise, souvent brodés à l'ukrainienne. J'avais l'impression que même le soleil était refusé aux Juifs, qu'ils marchaient dans le froid d'une nuit de décembre. À l'entrée du ghetto, je dis adieu à mon compagnon, et il me montra l'endroit dans la clôture de barbelés où il m'apporterait du pain. Sais-tu, Vitia, ce que j'ai ressenti derrière les barbelés? Je pensais que j'étais horrifié, mais en fait, une fois dans cet enclos pour bétail, je me suis senti plus à l'aise. N'imagine pas c'est parce que j'ai une âme d'esclave, non, mais j'étais entouré par des hommes qui partageaient mon destin. Je n'étais pas obligé, dans le ghetto, de marcher comme un cheval au milieu de la rue. Les gens ne m'y regardaient pas avec haine, et ceux que je connaissais ne détournaient pas les yeux et ne m'évitaient pas. Dans cet enclos, tous portent le sceau dont nous ont marqué les fascistes. Aussi est-il moins brûlant sur ma poitrine. Je me suis senti ici non plus du bétail, mais une femme malheureuse, et je me suis senti mieux. J'ai trouvé à me loger avec un collègue, le docteur Sperling, dans une maisonnette en pisé, 2 pièces en tout. Il a 2 filles, déjà adultes, et un fils d'une 12aine d'années. Je regarde longuement son visage maigre, ses grands yeux tristes. Il s'appelle Yuri. 2 fois, je l'ai appelé Vitia, et il me corrige. Non, je ne suis pas Vitia, je suis Yuri. Que les hommes sont différents les uns les autres. Sperling est à 58 ans, débordant d'énergie. Il s'est procuré des matelas, du pétrole, une charretée de bois et de chauffage. Ils ont apporté de nuit un sac de farine et un demi-sac d'haricots. Il se réjouit de ses succès comme un jeune marié. Hier, il accrochait au mur des tapis. « Ce n'est rien, nous survivrons, répétait-il. L'essentiel, c'est de faire des réserves de bois et de nourriture. » Il m'a dit qu'il faudrait organiser une école dans le ghetto. Il m'a même proposé de donner des leçons de français à Yuri et de me payer une assiette de soupe la leçon. J'ai accepté. La femme de Sperling, la grosse Fania Borisovna, soupire. Nous sommes perdus. Tout est perdu. Mais cela ne l'empêche pas de surveiller sa fille aînée, Liuba, un être bon et doux, pour qu'elle ne donne pas à quelqu'un une poignée de haricots ou un morceau de pain. La cadette, Alia, la préférée de sa mère, est une créature infernale, impérieuse, avare, soupçonneuse. Elle s'en prend continuellement à son père et à sa sœur. Elle était venue avant la guerre leur rendre visite et elle est restée coincée ici. Mon Dieu, quelle misère partout! Que ceux qui parlent toujours de la richesse des Juifs, qui affirment qu'ils ont toujours de l'argent de côté pour les mauvais jours, que ces gens viennent voir notre ville vieille. Les voilà, les mauvais jours. Il n'en est pas de plus mauvais. Dans la ville vieille, il n'y a pas que les nouveaux venus avec leurs 15 kilos de bagages, des artisans, des ouvriers, des femmes de salle y vivent depuis toujours. Si tu voyais cette promiscuité, si tu voyais ce qu'ils mangent, dans quelle masure, aux 3/4 en ruine, ils vivent. J'ai vu ici, mon petit Vitia, beaucoup de mauvais gens, des avides, des malins, et même des traîtres. Il y a là un homme affreux, un certain Epstein, qui est arrivé ici d'une ville polonaise, je ne sais pas laquelle au juste. Il porte un brassard et accompagne les Allemands pendant les perquisitions, participe aux interrogatoires, s'enivre avec les polizei ukrainiens et il l'envoie chez les gens extorquer de la vodka
de l'argent, de la nourriture. Je l'ai vu une ou deux fois. C'est un homme de haute taille, assez beau, élégant dans son costume couleur crème, et même l'étoile cousue à son veston prend des allures de camélia jaune. Mais je voudrais te parler aussi d'autre chose. Je ne me suis jamais senti juive. Depuis l'enfance, je vivais parmi des amis russes. Mes poètes préférés étaient Pouchkine et Nekrasov, et la pièce où j'ai pleuré avec toute la salle au congrès des médecins de campagne est Oncle Vania, avec Stanislavski dans le rôle principal. Il y a bien longtemps, j'avais 14 ans, ma famille avait décidé de partir pour l'Amérique du Sud. Et puis j'ai dit à papa, je ne quitterai jamais la Russie, je me prendrai plutôt. Et je ne suis pas parti. Et pourtant, en ces jours terribles, mon cœur s'est empli d'une tendresse maternelle pour le peuple juif. Je ne connaissais pas cet amour auparavant. Il me rappelle l'amour que j'ai pour toi, mon fils bien-aimé. Je fais des visites aux malades, des dizaines de personnes, vieillards presque aveugles, bébés, femmes enceintes, vivant tassés dans une pièce minuscule. J'ai l'habitude de lire dans les yeux les symptômes des maladies, les glaucomes, les cataractes. Je ne peux plus regarder ainsi les yeux. Je vois dans les yeux le reflet de l'âme. D'une âme bonne, Vitya, d'une âme bonne et triste, moqueuse et condamnée, vaincue par la force, mais en même temps triomphant de la force. Une âme forte, Vitya. Si tu voyais avec quelle gentillesse de vieilles personnes m'interrogent à ton sujet, avec quelle chaleur me consolent des gens auxquels je ne me suis pas plainte et qui se trouvent dans une situation bien plus horrible que la mienne, avec quelle délicatesse touchante on me donne, pour mes soins, un morceau de pain, un oignon, une poignée d'haricots. Crois-moi, ce ne sont pas des honoraires pour une visite. Quand un vieil ouvrier me serre la main, glisse dans mon filet quelques pommes de terre et me dit « Allons, allons, docteur, je vous en prie. » Des larmes me montent aux yeux. Il y a dans tout cela quelque chose de pur, de paternel, de bon. Je ne sais comment l'exprimer à l'aide de mots. Je ne veux pas te consoler en te disant que ma vie a été facile ici. Tu dois t'étonner que mon cœur n'ait pas éclaté de douleur. Mais ne te tourmente pas en te disant que j'ai souffert de faim pendant ce temps. Je n'ai pas eu faim une seule fois. Et aussi, je ne me suis jamais senti seul. Que dire des hommes? Ils m'étonnent, en bien et en mal. Ils sont extraordinairement divers, bien que tous connaissent le même destin. Mais si, pendant l'orage, tous s'efforcent de s'abriter de la pluie, cela ne veut pas dire que tous les hommes sont semblables. Et d'ailleurs, ils s'abritent chacun à sa façon. Le docteur Sperling est convaincu que les persécutions contre les Juifs ne sont que temporaires et cesseront avec la guerre. Il y en a beaucoup comme lui, et j'ai constaté que plus les hommes sont optimistes, et plus ils sont mesquins, égoïstes. Si quelqu'un entre chez eux pendant le dîner, Alia et Fania Borisnova cachent aussitôt la nourriture. Les Sperling m'aiment bien, d'autant plus que je mange peu et que je supporte plus de nourriture et que j'apporte plus de nourriture que je n'en consomme. Mais j'ai décidé de les quitter. Ils me dégoûtent. Je me trouverai un coin. Plus il y a de tristesse en l'homme, moins il espère survivre, et meilleur il est. Les pauvres, les étameurs, les tailleurs, qui se savent condamnés, sont bien plus nobles, plus larges, plus intelligents que ceux qui se sont débrouillés pour faire des réserves de nourriture. De jeunes institutrices, un original, le vieux professeur et joueur d'échecs Spielberg, de douces bibliothécaires, l'ingénieur Raivitch, qui est plus désarmé qu'un enfant, mais qui rêve de fournir le ghetto en grenades artisanales. Quels gens merveilleux, inadaptés, charmants, tristes et bons. J'ai pu voir ici que l'espoir n'est presque jamais lié à la raison.
il est insensé, il est, je pense, engendré par l'instinct. Les gens vivent comme s'ils avaient de longues années devant eux. Il est difficile de savoir si c'est bête ou au contraire intelligent, et c'est ainsi, voilà tout. Et je me suis soumise à cette loi. 2 femmes venant d'un shtetl racontent la même chose que mon ami. Les Allemands, dans toute la région, exterminent les Juifs sans épargner les enfants et les vieillards. Des Allemands et les Polizei arrivent en camion, réquisitionnent quelques dizaines d'hommes pour des travaux de terrassement. Ils creusent des tranchées, puis 2 ou 3 jours plus tard, les Allemands mènent à ces fossés toute la population juive et les fusillent jusqu'au dernier. Partout, dans toutes les bourgades autour de la ville, surgissent ces tertres juifs. Dans la maison voisine vit une jeune fille qui vient de Pologne. Elle raconte que là-bas, les meurtres des Juifs ne s'arrêtent pas un instant. On extermine les Juifs systématiquement. Il ne reste des Juifs que dans quelques ghettos, à Varsovie, à Lodz, à Radom. Et quand j'ai réfléchi à tout cela, il m'est clairement apparu que l'on nous a réunis ici, non pour nous conserver comme des aurochs dans une réserve naturelle, mais comme du bétail à l'abattoir. Notre retour doit être prévu par le plan dans une semaine ou 2. Mais figure-toi que tout en comprenant cela, je continue à soigner les malades et je leur dis, si vous baignez vos yeux quotidiennement, vos yeux guériront dans 2 ou 3 semaines. J'examine un vieillard dont on pourra opérer la cataracte dans 6 mois ou dans 1 an. Est-ce que je poursuis? Est-ce que je poursuis? Je poursuis? Ouais, je poursuis. Je donne des leçons de français à Yuri. Je me désole de sa mauvaise prononciation. Et au même moment, des Allemands font irruption dans le ghetto et se livrent au pillage. Des sentinelles tirent sur des enfants à travers les barbelés en guise de divertissement, et des témoignages toujours plus nombreux confirment que notre sort doit se décider d'un jour à l'autre. Et voilà comment cela se passe. Les hommes continuent à vivre. Nous avons même eu il y a quelques jours une noce. Les bruits naissent par centaines. Tantôt mon voisin m'annonce, en s'étranglant de joie, que nos troupes sont passées à l'offensive et que les Allemands sont en fuite. Tantôt le bruit se répand comme quoi le gouvernement soviétique et Churchill ont lancé un ultimatum aux Allemands et que Hitler a ordonné de ne plus tuer les Juifs. Tantôt on annonce que les Juifs seront échangés contre les prisonniers de guerre allemands. Ainsi le ghetto est l'endroit au monde où il y a le plus d'espérance. Le monde est rempli d'événements qui n'ont qu'un sens, qu'une cause, le salut des Juifs. L'espoir est indéracinable, et la source de cet espoir est l'instinct de survie qui résiste sans aucune logique à l'idée effroyable que nous sommes tous condamnés à périr sans laisser de traces. Je regarde autour de moi et je me dis, est-il possible que nous soyons tous des condamnés à mort qui attendent leur exécution? Les coiffeurs, les cordonniers, les tailleurs, les médecins, les chauvagistes, tous travaillent. On a même ouvert une maternité, ou plutôt un semblant de maternité. Les lessives se font, le linge sèche sur les cordes. À partir du 1er septembre, les enfants vont à l'école et les mères interrogent les maîtres sur les notes de leurs enfants. Le vieux Spielberg a donné plusieurs livres à relier. Alia Sperling fait quotidiennement sa gymnastique matinale. Chaque soir, avant de se coucher, elle se met des papillotes et elle se dispute avec son père pour qu'il lui donne un coupon de tissu d'été. Et moi aussi, je suis prise du matin au soir. Je rends mes visites aux malades. Je donne des leçons. Je fais du raccommodage, de la lessive. Je me prépare pour l'hiver. Je fais mettre une doublure chaude pour mon manteau. J'écoute les récits. La femme d'un conseiller juridique que je connais
a été battue sans pitié parce qu'elle avait acheté un œuf de Cannes pour son enfant. Une sentinelle a blessé à l'épaule un garçon. Le fils du pharmacien sirota alors qu'il essayait de se glisser sous les barbelés pour attraper son ballon. Puis, de nouveau, des bruits, des bruits, des bruits. Et maintenant, voilà autre chose que des bruits. Aujourd'hui, les Allemands ont amené 80 jeunes gens à l'arrachage des pommes de terre. Certains se réjouissent. Ils pourront peut-être rapporter quelques pommes de terre pour la famille. Mais j'ai compris de quelles pommes de terre il s'agit. La nuit dans le ghetto est un temps à part. Tu te souviens, mon fils, je t'ai toujours appris à me dire la vérité. Un fils doit la vérité à sa mère, mais une mère doit, elle aussi, la vérité à son fils. Ne t'imagine pas, Vitia, que ta mère soit une femme forte. Je suis faible. Je crains la douleur et j'ai peur quand je vais chez le dentiste. Quand j'étais petite fille, j'avais peur du tonnerre, j'avais peur du noir. Une fois vieille, j'ai eu peur de la maladie, de la solitude. Je craignais, malade, je ne puisse plus travailler et que je devienne une charge pour toi et que tu me le fasses sentir. Je craignais la guerre. Maintenant, la nuit, je suis prise d'une panique qui me gèle le cœur. La mort m'attend. J'ai envie d'appeler au secours. Il y a bien longtemps, mon petit enfant, tu accourais chercher refuge auprès de moi. Maintenant, en ces instants de faiblesse, j'ai envie de cacher ma tête sur tes genoux pour que tu me défendes, me protèges, toi qui es si fort et si intelligent. Je n'ai pas seulement l'âme forte, Vitia, elle est faible aussi. Je pense souvent au suicide et je ne sais pas ce qui me retient. Est-ce ma faiblesse, ma force ou un espoir insensé? Mais en voilà assez. Je m'endors et je fais des rêves. Je vois souvent ma mère, je lui parle. Cette nuit, j'ai vu en rêve Alexandra Chapojnikov, à l'époque où nous vivions ensemble à Paris. Mais je ne t'ai pas vu une seule fois en rêve, bien que je pense sans cesse à toi, même dans les moments les plus durs. Je me réveille et de nouveau ce plafond, et je me souviens que les Allemands occupent notre terre, que je suis une lépreuse et il me semble que je ne me suis pas réveillé, mais au contraire, que je viens de m'endormir et que je rêve. Mais quelques minutes passent. J'entends Alia et Liuba se disputer pour savoir qui doit aller chercher de l'eau au puits. J'entends quelqu'un raconter que les Allemands ont brisé le crâne d'un vieillard dans la rue voisine. Une élève de l'institut pédagogique que je connais est venue me chercher pour examiner un malade. J'ai appris qu'elle cachait un lieutenant avec une blessure à l'épaule et un œil brûlé. Un gentil jeune homme avec l'accent de la Volga. Il est passé la nuit sous les barbelés et il a trouvé refuge dans le ghetto. Son œil n'était pas fortement atteint et j'ai pu stopper la suppuration. Il m'a beaucoup parlé des combats, de la fuite de nos troupes. Ces récits m'ont déprimé. Il veut reprendre des forces et traverser la ligne du front. Plusieurs de nos jeunes gens vont partir avec lui. L'un d'eux a été mon élève. Ah, si je pouvais partir avec eux. J'étais si heureuse d'aider ce garçon. Il me semblait que moi aussi, je participais à la guerre contre le fascisme. On lui a apporté des pommes de terre, des haricots. Une grand-mère lui a tricoté des chaussures de laine. Aujourd'hui, la journée est riche en drames. Alia s'est procuré hier le passeport d'une jeune fille russe, morte à l'hôpital. Cette nuit, Alia va partir. Et nous avons appris aujourd'hui d'un paysan ami qui passait à côté des barbelés que les Juifs qu'on avait amenés arracher des pommes de terre sont en train de creuser en profonde tranchée à 4 kilomètres de la ville, de l'aérodrome, sur la route de Romanovka. Retiens ce nom, Vitia, c'est là que tu trouveras la fosse commune où sera enterrée ta mère. Madame Sperling a tout compris.
Même Sperling a tout compris. Il est pâle, ses lèvres tremblent et il me demande affolé. Y a-t-il de l'espoir qu'on laisse en vie les gens qualifiés? En effet, on raconte que parfois, on n'a pas exécuté les meilleurs tailleurs, cordonniers et médecins. Et malgré tout, Sperling a fait venir le soir un maçon qui lui a fait une cachette pour la farine et le sel. Et moi, le soir, j'ai lu avec Yuri les lettres de mon moulin. Tu te rappelles, nous lisions à voix haute mon récit préféré, Les Vieux, et quand nous l'avions terminé, nous nous étions regardés et nous avions ri, mais nous avions tous deux les yeux pleins de larmes. Puis j'ai dicté à Yuri les leçons à apprendre pour demain. Il faut qu'il en soit ainsi. Mais quel sentiment déchirant quand je regardais la petite mine triste de mon élève, ses doigts qui notaient dans le cahier les numéros des paragraphes de grammaire qu'il devait apprendre. Que d'enfants ici, des yeux merveilleux, des cheveux bruns et bouclés. Il y a sûrement parmi eux de futurs savants, des professeurs de médecine, des musiciens, des poètes peut-être. Je les regarde quand ils courent le matin à l'école. Ils ont un sérieux qui n'est pas de leur âge, et leurs yeux tragiques leur mangent le visage. Parfois ils se battent, se disputent, rient, mais cela est encore pire. On dit que les enfants sont notre avenir, mais que peut-on dire de ces enfants-là? Ils ne deviendront pas musiciens, cordonniers, tailleurs. Et je me suis représenté très clairement cette nuit comment ce monde bruyant de papas barbus et affairés, de grand-mères grognons, créatrices de gâteaux au miel et de coups d'oies farcis, ce monde aux rituels de mariage compliqués, ce monde de proverbes et des jours de sabbat, je me suis représenté comment ce monde disparaîtrait à jamais sous terre. Après la guerre, la vie reprendra et nous ne serons plus là. Nous aurons disparu comme auront disparu les Aztèques. Les paysans qui nous ont annoncé qu'on était en train de creuser des fosses communes racontent que sa femme a pleuré toute la nuit et qu'elle se lamentait. Ils sont tailleurs et cordonniers, ils travaillent le cuir, ils réparent les montres, ils vendent des médicaments dans les pharmacies. Que va-t-il se passer quand on les aura tous tués? Et j'ai vu très clairement un homme qui, passant devant des ruines, dirait « Tu te souviens, c'est ici que vivait Baruch, le cordonnier. Le soir de sabbat, sa vieille restait assise sur un banc et des enfants jouaient autour d'elle. Et le deuxième passant dirait « Et là-bas, sous le vieux poirier, d'habitude on voyait la doctoresse. Je ne me rappelle plus son nom. Je me suis fait soigner les yeux chez elle un jour. Après le travail, elle s'installait toujours sur une chaise canée, sous le poirier, et lisait un livre. Il en sera ainsi, Vitia. C'est comme si un souffle d'effroi était passé sur les visages. Tous ont compris que le temps approche. Vitia, je voudrais te dire... Non, ce n'est pas ça. Vitia, je termine ma lettre et je vais la porter à la limite du ghetto pour la donner à mon ami. Il ne m'est pas facile d'interrompre cette lettre. Elle est ma dernière conversation avec toi. Quand j'aurai transmis la lettre, je t'aurai définitivement quitté. Jamais tu ne sauras ce qu'ont été mes dernières heures. C'est notre toute dernière séparation. Que te dire avant de te quitter pour toujours? Tu as été ma joie ces derniers jours, comme tu l'as été durant toute ma vie. La nuit, je me souvenais de tes vêtements d'enfant, de tes premiers livres. Je me souvenais de ta première lettre, de ton premier jour d'école. Je me suis souvenu de tout. Depuis les premiers jours de ton existence, jusqu'à la dernière nouvelle qui me soit venue de toi, le télégramme que j'ai reçu le 30 juin. Je fermais les yeux et il me semblait que tu allais me protéger de l'horreur qui s'avançait sur moi. Et quand je me rappelais ce qui se passait autour de moi, je me réjouissais de ton absence. Ainsi, tu ne connaîtrais pas
cet horrible destin. J'ai toujours été solitaire, Vithia. Pendant des nuits blanches, j'ai souvent pleuré de désespoir, car personne ne le savait. Mon unique consolation était la pensée qu'un jour, je te raconterais ma vie, que je te raconterais pourquoi nous nous sommes séparés, ton père et moi, pourquoi toutes ces longues années j'ai vécu seul. Et je me disais souvent, comme il sera étonné, Vithia, quand il apprendra que sa mère a fait des folies, qu'elle était jalouse et qu'on la jalousait, que sa mère a été comme tous les jeunes. Mais mon destin est de mourir en solitaire, sans m'être ouverte à toi. Parfois je pensais que je ne devais pas vivre loin de toi, que je t'aimais trop, et que cet amour me donnait le droit de finir ma vie à tes côtés. Parfois je pensais que je ne devais pas vivre avec toi, que je t'aimais trop. Enfin, sois heureux avec ceux que tu aimes, qui t'entourent, qui te sont devenus plus chers que ta mère. Pardonne-moi. On entend dans la rue des pleurs de femmes, des jurons de policiers, et moi je regarde ces pages et il me semble que je suis protégé de ce monde horrible, plein de souffrance. Comment finir cette lettre? Où trouver la force pour le faire, mon chéri? Y a-t-il des mots en ce monde capables d'exprimer mon amour pour toi? Je t'embrasse, j'embrasse tes yeux, ton front, tes yeux. Souviens-toi quand tes jours de bonheur et quand tes jours de peine, l'amour de ta mère est avec toi. Personne n'a le pouvoir de le tuer. Vitenka, voici la dernière lettre, la dernière ligne de la dernière lettre de ta maman. Vis, vis, vis toujours ta maman. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu, pendant que je lisais, la bouche et la bouche sèche, il y avait quelqu'un qui passait sur le trottoir et qui, sans doute, pris d'une sorte de folie causée peut-être par l'atmosphère générale, chantait. Mais chantait d'une voix exagérément joyeuse, une voix qui défierait presque l'atmosphère générale. Ah ben voilà, écoutez, je n'en dirai pas davantage. Ça a troublé un peu ma lecture parce que cette personne-là que je n'ai pas pu identifier à savoir si c'était un homme ou une femme, j'aurais tendance à penser que c'était un homme, eh bien, elle ne cessait de faire des allées et venues sur le trottoir en face de la librairie. Il y a des phénomènes comme ça, hein, on sent qu'il y a un désarroi qui va grandissant. Toute notre génération, incluant celle de nos parents, n'ont jamais connu un temps pareil à celui-ci. Un temps qui est plein d'inquiétude et toute l'énergie folle que nous mettons à ne pas vouloir ou à relativiser. Mais chacune comprend que ce temps-là dans lequel nous sommes entrés, un temps long, eh bien, il est possible qu'il n'y ait pas de retour à l'ordre des choses antérieures. Alors demain, je vais sans doute ce soir avancer dans ma lecture du plus récent livre de Giorgio Agamben, que je méconnais absolument. C'est une œuvre dense, à la fois matinée de théologie et de philosophie heideggerienne. Quelques-unes de ses positions publiques, quelques-uns de ses textes qu'on peut lire ici et là dans les revues. Un des derniers, entre autres, sur la vie nue, c'est-à-dire qu'au fond, la seule chose qui nous intéresse maintenant, c'est de se garder vivant biologiquement et que les raisons
de vivre sont les raisons de vivre, c'est-à-dire de donner un sens à sa vie, que ce soit par la création, que ce soit par la recherche, que ce soit par le désir de s'améliorer ou d'améliorer le, le, la société, ou en tout cas le sort des plus pauvres dans notre société, eh bien, ce désir-là de dépassement, au fond, existe assez peu, et la seule chose qui nous intéresse, au fond, c'est de rester vivant le plus confortable possible. Et que c'est ça, la finalité de la vie. Ce que lui appelle la vie nue. Hein? La vie réduite à ses fonctions biologiques. Alors, voilà. Alors, j'en ai glissé un tout petit mot hier en vous disant que c'était une sorte d'autobiographie. Ben, c'est une autobiographie intellectuelle, mais à partir de photos qui sont déposées sur les rayonnages de sa bibliothèque ou des livres qu'il a mis en devanture sur les rayonnages de sa bibliothèque. Tous les amoureux de livres qui ont des livres dans leur maison, dans leur appartement, savent s'entourer aussi d'objets singuliers, hétéroclites, que ce soit des photos ou des cartes postales ou des objets rapportés de voyage, qui viennent comme des talismans, conjurer le sort ou agrémentés par la rêverie d'improbables évasions ou des possibilités de penser autrement. J'ai montré le livre à un ami Gilles, qui est un bibliomane aussi, et je lui ai montré le livre avec les photos là, de la bibliothèque d'Agamben. Et j'ai ressenti son excitation. Pour certains intellectuels, une riche bibliothèque, une bibliothèque pleine, une bibliothèque entière, c'est plus beau que certaines anatomies secrètes. C'est plus beau que le plus beau des paysages. C'est plus beau que les merveilles de la nature. Un assemblage de livres, de titres, donne plus à rêver qu'un corps nu même dans un lit parfois. Alors c'est tout. Alors, vous avez compris que Vie et destin de Vassili Grossman, je vous ai lu ce chapitre-là, le 17e, et c'est Frédéric Wiseman dans la vidéo une des vidéos, la vidéo d'avant-hier que j'ai commise sur Lettres au recours chimique de Christophe Hainaut. Il parle donc des documentaires de Wiseman et en faisant une recherche. De toute façon, les recherches sont tellement faciles aujourd'hui et tellement plaisantes, au fond. Mais il n'y a pas de différence entre consulter Wikipédia ou ouvrir l'encyclopédie universaliste. C'est à peu près de qualité comparable, et puis même tout à fait comparable. Et en plus, c'est en mouvement. Donc, et certains textes nous mentionnent que les sources secondaires ne sont pas assez abondantes ou assez validées pour qu'on puisse s'y référer avec certitude. Alors, c'est une encyclopédie vivante en mouvement, et c'est pas plus facile. C'est une facilité autre qui va avec la rapidité de la pensée, au fond, et de la façon dont les mécanismes métaphoriques s'enchaînent les uns les autres, la pensée analogique. Alors, c'est normal qu'on ait envie sans arrêt d'aller chercher de l'information enfin, ceux qui aiment non pas faire des recherches, là, mais ceux qui avons le plaisir de débusquer de nouvelles pistes ou de nouvelles manières d'envisager un problème ou un nouvel angle de réflexion. Wikipédia reste un article extraordinaire. Alors, j'ignorais parfaitement donc que Frédéric Wiseman avait filmé et avait scénarisé ce chapitre-là de Vie et destin
de Vassili Grossman. Aussi, j'avais oublié, je voulais le mentionner, mais j'ai omis de prendre ça en note. Dans toujours la vidéo consacrée au livre de Christophe Hainaut, j'évoquais furtivement le nom de Pierre Guyotat et j'ai appris toujours en faisant une courte recherche sur Pierre Guyotat qu'il a été reçu par Fidel Castro en 1967 avec Marguerite Duras et Michel Leiris. Alors, Michel Leiris, on aura compris depuis déjà un bon moment dans cette séquence de vidéos, il est toujours là, Michel Leiris. Il est toujours là. Et ça m'a donné le goût de le relire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert un livre de Michel Leiris. Et peut-être une des dernières fois où j'ai, à part ces jours derniers, où j'ai lu que son nom était mentionné, c'était dans un ouvrage de Charles Juliet, qui est d'une certaine manière aussi un parfait digne successeur de Michel Leiris. Le œuvre qu'a lu abondamment Charles Juliet, et il rencontre à la fin de sa vie, il rencontre Michel Leiris à la fin de sa vie, et il est étonné de voir devant lui un vieillard qui peine à chercher ses mots, un vieillard qui est diminué intellectuellement, et toute l'admiration qu'il lui avait portée tout au long de sa vie était bouleversée par ce spectacle de l'amoindrissement, d'un homme qui peu à peu perdait à la fois de sa superbe, perdait à la fois de ses facultés et qui entrait assez doucement, mais durement, en même temps, dans une sorte de grisaille. Hein. Et il a écrit des pages assez justes sur Michel Leiris aussi, Charles Juliet. Bon, on y reviendra, hein? 52 minutes, 53 minutes. Bon, écoutez. Et je pense aussi, je m'étais engagé à continuer jusqu'au 8 inclusivement. Visiblement, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais je me demande si je ne vais pas durer tout le temps du couvre-feu. C'est une idée qui commence à faire son chemin. Est-ce que je continue les vidéos tout le temps du couvre-feu? Je ne dis pas que cette idée-là, elle est séduisante. Mais ce couvre-feu est porteur de choses assez maléfiques, selon moi. Cette biomédicalisation de la société, pour reprendre des termes foucaldiens, me semble, même si on comprend en arrière-plan les raisons, me semble être de nature de plus en plus inquiétante. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.